Au fin fond des vallées reculées du sud-est du Kentucky, là où le ruisseau du diable serpente entre des falaises de calcaire et des forêts épaisses, les archives locales des années 1880 présentent des trous bizarres que les historiens n'ont jamais réussi à expliquer. Entre 1881 et 1889, plus de 47 voyageurs ont tout simplement disparu le long du sentier de montagne qui reliait Pineville au camp de charbon plus à l'est. Ce qui rend tout ça encore plus flippant, c'est qu'à la même période, une famille, les Harland du ruisseau du diable, est devenue mystérieusement le plus gros fournisseur de viande, dans 3 comtés, alors qu'il possédait juste une petite ferme avec moins de 20 têtes de bétail. Depuis plus d'un siècle, les responsables du comté et leurs descendants refusent de parler de ce qui s'est vraiment passé dans ces montagnes. Mais des lettres et témoignages récemment découverts révèlent une vérité si terrifiante qu'elle explique pourquoi toute une communauté a choisi de l'enterrer à jamais. Avant de continuer avec l'histoire de la famille Harland et leur héritage sanglant, je veux que tu fasses un truc pour moi. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification. Parce que des histoires comme celle-ci demandent des recherches poussées dans des archives historiques que la plupart des gens ne verront jamais. Aussi, laissez un commentaire pour me dire de quel État ou de quelle ville vous écoutez. J'adore savoir d'où mon audience découvre ces mystères américains oubliés. Le village de Devil's Creek n'était jamais censé être permanent. La plupart des voyageurs qui se retrouvaient dans cette vallée étroite étaient juste de passage, suivant l'ancien sentier Cherokee, utilisé depuis des siècles pour se déplacer entre le bassin de la rivière Kentucky et les montagnes, riches en charbon à l'est. On était en 1879, et le sud-est du Kentucky goûtait pour la première fois à la vraie prospérité industrielle. On avait découvert du charbon en énorme quantité dans les montagnes Cumberland, et du coup, des communautés jusque-là isolées, qui vivaient de la ferme pour leur propre compte depuis des générations, se retrouvaient au cœur d'un boom économique. De nouveaux chemins de fer étaient en projet. Des camps de mineurs poussaient un peu partout, comme par magie. Et surtout, pour notre histoire, il y avait sans arrêt des ouvriers, des investisseurs et des commerçants qui empruntaient ces routes de montagne dangereuses, entre les villes déjà établies et ces mines isolées. Devil's Creek était pile-poil situé sur l'un des chemins les plus fréquentés. Le village comptait à peine 8 familles, dispersées dans une vallée qui faisait à peine 3 kilomètres de long et un peu plus d'1 kilomètre de large à son point le plus large. De hautes falaises de calcaire de chaque côté formaient un goulot, d'étranglement naturel qui obligeait tout le monde à passer par là. Un passage étroit. Le ruisseau lui-même était alimenté par plusieurs sources souterraines, ce qui gardait l'eau claire et froide même pendant les étés les plus chauds du Kentucky, en faisant un arrêt naturel pour les voyageurs et leurs bêtes. À la tête de cette petite communauté se trouvait la ferme familiale des Harland, une vieille cabane en rondin construite vers les années 1840 par le patriarche Josiah Harlon, un natif du Kentucky qui avait déménagé sa famille plus loin, dans les montagnes, après avoir perdu sa ferme d'origine à cause de ses créanciers. Une série de mauvaises récoltes. Josiah était mort en 1878, laissant la propriété à ses 3 fils. Ézéchiel, l'aîné, avait 34 ans, Caleb 29, et Samuel, le plus jeune, 26. Les frères Harland étaient connus dans toute la région comme des bouchers et des transformateurs de viande compétents, un métier qu'ils avaient appris de leur père, qui complétait ses revenus agricoles en transformant le bétail pour d'autres familles du coin. Leur réputation reposait sur leur efficacité et leur qualité. Ils pouvaient découper un bœuf adulte plus vite que n'importe quels autres bouchers en ville. Les comtés et leurs charcuteries et saucissons étaient très prisés par les marchands qui transportaient des marchandises le long des sentiers de montagne. Ce qui a vraiment fait le succès des Harlands, c'est qu'ils avaient capté la nouvelle réalité économique. Alors que d'autres familles de montagne galéraient à s'adapter au changement,
Les Harlands avaient compris que le trafic croissant sur le sentier du ruisseau du diable était une vraie opportunité. Les mineurs, investisseurs et marchands, qui allaient et venaient des camps de charbon, étaient prêts à payer le prix fort pour ça. De la viande de qualité, surtout des produits conservés capables de supporter de longs voyages à travers des terrains difficiles. En 1880, les Harlins avaient construit une fumoire et une installation de transformation de la viande super sophistiquée derrière leur cabane principale, avec plusieurs chambres de salaison et un cellier creusé bien profondément dans la colline. Leur affaire était tellement impressionnante que des commerçants venus jusque de Lexington avaient commencé à passer des commandes régulières, surtout pour leurs fameuses saucisses de montagne et leur bœuf séché, qui avaient une saveur unique, une saveur que les clients ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Ézéchiel, le frère aîné, s'occupait de la gestion et des relations avec les clients. C'était un homme grand et mince, avec des yeux gris perçants et une barbe soigneusement entretenue, ce qui lui donnait un air respectable quand il traitait avec les marchands et les représentants des compagnies minières qui fréquentaient leur établissement. Caleb, lui, gérait la transformation et la conservation de la viande, appliquant des techniques qu'il disait avoir apprises auprès d'immigrés, allemands. Il s'était installé un moment dans le coin avant de filer vers les camps de charbon. Samuel, même s'il était le plus jeune, était reconnu comme le plus doué au couteau, capable de dépecer et préparer un animal avec une précision chirurgicale. Les frères ne s'étaient jamais mariés, ce qui était un peu rare pour des gars de leur âge à cette époque et dans ce coin-là. Mais ils disaient que c'était parce qu'ils étaient trop concentrés sur leur business pour fonder une famille. Ils vivaient tous ensemble dans la maison familiale, gardant une routine qui les faisait se lever. Chaque jour, avant l'aube, ils s'occupaient de leur bétail et de leurs opérations de transformation. Leurs voisins les plus proches, la famille Whitfield, habitait à environ 1 kilomètre en aval du ruisseau. Thomas Whitfield et sa femme Martha avaient 4 enfants et tenaient une petite épicerie qui servait aux autres familles de la vallée, ainsi qu'aux voyageurs de Dunseatusit Passage. Thomas disait souvent à sa femme qu'il ne comprenait pas comment les Harlon pouvaient transformer autant de viande avec un troupeau de vaches aussi petit. Mais ils mettaient ça sur leur compte, point des contacts commerciaux supérieurs, et pensaient qu'ils achetaient du bétail à des fermes en dehors de la vallée. Les autres familles de Devil's Creek, les Roland, les Napier, les Combe et d'autres encore, étaient surtout des paysans vivant de leurs terres, qui arrondissaient leur fin de mois en rendant des petits services aux voyageurs. De l'eau, fraîche, du fourrage pour les chevaux, des réparations simples et parfois un endroit pour passer la nuit. Ils regardaient les Harlon avec un mélange de respect et d'envie, appréciant la prospérité que le commerce de la viande avait apportée à leur communauté isolée, tout en, parfois, je me demandais pourquoi les frères étaient si discrets sur leurs relations avec les fournisseurs. Au printemps 1881, l'affaire à Harlem marchait tellement bien qu'ils traitaient de la viande presque sans arrêt. On entendait le bruit des haches et des couteaux venir de leur usine à toute heure, et la fumée de leur chambre de salaison formait un brouillard permanent qui planait sur leur coin de la vallée. Thomas Whitfield a noté dans son journal que les Harlons semblaient bosser plus que jamais. Mais leur troupeau, leur croissance, ne semblaient pas suivre leur production. Le premier signe qu'il y avait un vrai problème est survenu un soir, humide de fin juin 1881, quand un marchand de Louisville nommé Benjamin Crawford ne s'est pas pointé à la cabane de la famille Combes, où il avait prévu de passer la nuit. Crawford était un habitué de la route du Devil's Creek, transportant des produits manufacturés vers les camps miniers et revenant avec des échantillons de charbon et des commandes de matériel. Il était réputé pour sa ponctualité et il n'avait jamais raté un seul rendez-vous en plus de 2 ans de trajet mensuel. Ce matin-là, on avait vu Crawford au magasin Whitfield, où il avait acheté des provisions, et il avait dit qu'il comptait s'arrêter à l'usine Harland pour passer une grosse commande de viande conservée avant de continuer vers la
cabane des Combs. Thomas Whitfield se souvenait bien de la conversation parce que Crawford était super enthousiaste à propos d'un nouveau contrat qu'il venait de décrocher avec l'une des grandes mines. Il aurait fallu des livraisons régulières de conserves de qualité. Quand Crawford n'est pas arrivé à la tombée de la nuit, Daniel Combs a d'abord pensé que le marchand avait préféré continuer jusqu'au prochain village, plutôt que de passer une nuit de plus en montagne. Mais le lendemain matin, une mauvaise nouvelle est tombée. On avait retrouvé le cheval de Crawford errant près des falaises de calcaire qui bordent le côté est de la vallée, toujours scellé et avec les valises d'échantillons de Crawford. Mais aucun signe de l'homme lui-même. Une équipe de recherche s'est rapidement montée, composée de la plupart des hommes adultes des familles de Devil's Creek. Ils ont passé 3 jours à fouiller chaque coin accessible de la vallée et des collines alentours, suivant les sentiers des animaux et inspectant chaque grotte et crevasse où quelqu'un aurait pu tomber ou se réfugier. La recherche était méthodique et rigoureuse, couvrant des zones que les locaux avaient déjà explorées 1000 fois au fil des décennies. Ce qu'ils ont trouvé était vraiment inquiétant. Le chapeau de Crawford a été retrouvé accroché à une branche à environ un quart de mile en amont de la propriété Harland. Mais aucune autre trace de l'homme. Pas de vêtements, pas d'objets personnels, et plus mystérieux encore, pas de corps. Le terrain calcaire compliquait la recherche, mais les chasseurs expérimentés du groupe ont remarqué qu'il n'y avait aucun signe d'attaque d'animal, pas de sang, ni de végétation dérangée qui pourrait indiquer une lutte ou un accident. Ce qui était encore plus étrange, c'était l'état du cheval de Crawford. L'animal ne montrait aucun signe de panique ni de blessure, et sa selle et son filet étaient toujours bien sécurisés. Les boîtes d'échantillons contenaient l'inventaire habituel de Crawford avec plein de petits objets fabriqués, plus un porte-documents en cuir avec plusieurs centaines en paiement pour des livraisons précédentes. De l'argent qu'aucun voleur normal n'aurait laissé passer. Pendant la fouille, Ézéchiel Harlon avait été d'une aide précieuse, proposant de faire appel à ses frères et à leurs connaissances pointues du coin. Les Harland avaient fouillé certains des endroits les plus difficiles, y compris plusieurs grottes et des mines abandonnées que d'autres chercheurs auraient pu manquer. Quand aucune trace de Crawford n'a été trouvée, Ézéchiel a suggéré que le marchand avait probablement été attaqué par un des vagabonds de passage dans le coin, tué pour son argent, et que son corps avait été jeté dans une des nombreuses dolines profondes en calcaire qu'on trouve partout dans la région. L'explication paraissait assez crédible pour que la plupart des membres de la recherche l'acceptent, même si certains ont noté en privé que l'argent de Crawford était resté intact. Thomas Whitfield a consigné cela. Dans son journal, il écrivait que toute cette histoire le mettait mal à l'aise, surtout parce qu'il avait remarqué que les Harland semblaient moins inquiets que les autres familles à propos de la disparition de Crawford, presque comme s'ils s'y attendaient. 3 semaines plus tard, un deuxième voyageur disparaissait dans des circonstances similaires. Cette fois, c'était James Toiver, un ingénieur des mines de Virginie qui faisait des relevés pour un potentiel tracé de chemin de fer à travers les montagnes. Toiver voyageait avec un guide local, mais les 2 hommes s'étaient séparés quand Toiver avait décidé de prendre des mesures précises le long du ruisseau du Diable, pendant que son guide continuait devant pour trouver un logement dans le village suivant. Le matos de topographie de Toiver a été retrouvé abandonné près du ruisseau, à environ 200 mètres en aval de la propriété Harland. Son cheval a été retrouvé le lendemain matin, paisiblement en train de brouter dans un pré, avec ses rênes traînant et ses sacoches intactes. Comme Crawford, Toiver s'était simplement volatilisé, sans laisser de traces de violence ni de lutte. Cette deuxième disparition a vraiment semé la panique parmi les familles du ruisseau du Diable. 2 voyageurs expérimentés, tous 2, habitués aux conditions en montagne et aux dangers potentiels, avaient disparu à 1 mois d'intervalle sur le même tronçon de sentier. Cette coïncidence était trop importante pour être ignorée, et plusieurs familles ont commencé à parler de la possibilité de quitter leur maison
pour aller s'installer dans des endroits plus sûrs. C'est Martha Whitfield qui a été la première à exprimer à voix haute ce que d'autres commençaient à se dire en privé. Elle a fait remarquer à son mari que les 2 disparitions s'étaient produites très près de Harland. La maison et les 2 hommes disparus étaient connus pour toujours avoir pas mal d'argent sur eux. Elle a aussi remarqué que l'activité de transformation de viande chez les Harland avait clairement augmenté ces dernières semaines, avec la fumée de leur chambre de salaison visible presque en continu et le bruit de leur travail qui s'entendait jusque tard dans la nuit. Au début, Thomas a mis de côté les inquiétudes de sa femme, pensant que c'était juste sa peur et son imagination. Mais il a commencé à faire plus attention à ce que faisaient ses voisins. Ce qu'il a vu. Les semaines qui allaient suivre le hanteraient pour le reste de sa vie et finiraient par fournir la preuve clé qui dévoilerait l'une des opérations familiales les plus brutales de l'histoire de la frontière américaine. Thomas Whitfield n'était pas un homme instruit dans le sens classique, mais 43 ans passés en montagne lui avaient donné une intelligence pratique qui permettait aux familles de survivre dans des environnements rudes. Il comprenait le comportement des animaux, les signes du temps, et surtout, il savait lire les indices subtils qui montraient quand quelque chose n'allait vraiment pas dans sa communauté. Le truc qu'il a commencé à capter, c'était subtil, mais régulier. Toutes les quelques semaines, un voyageur s'arrêtait à l'usine Harland pour acheter de la viande ou caler des livraisons futures. La plupart du temps, c'était des affaires courantes, mais parfois, un voyageur arrivait avec clairement beaucoup d'argent ou des trucs précieux sur lui. Ces gens-là, marchands, représentants de compagnies minières, investisseurs et ingénieurs, venaient de faire leurs affaires avec les Harlins, puis disparaître purement et simplement quelque part sur le sentier qui s'éloigne de Devil's Creek. Ce qui rendait les observations de Thomas particulièrement inquiétantes, c'était le moment où ça se produisait. Il avait commencé à noter tout ça en détail dans son journal, en enregistrant les dates et heures où les voyageurs s'arrêtaient à différents endroits de la vallée. Le schéma qui en ressortait était glaçant. Les voyageurs qui faisaient des affaires importantes avec les Harlins disparaissaient beaucoup plus souvent que ceux qui se contentaient de traverser ou ils se sont arrêtés à d'autres endroits. À l'automne 1881, Thomas avait recensé 7 disparitions suivant ce même schéma. Dans chaque cas, la personne disparue avait été vue en train de faire des affaires dans l'usine Harland quelques heures avant de disparaître. Dans chaque cas, des objets de valeur ou de l'argent avaient été laissés sur place, ce qui excluait un simple vol comme mobile. Et à chaque fois, les Harlons avaient été parmi les participants les plus coopératifs lors des recherches, suggérant souvent que les disparus étaient probablement tombés. Victimes des différents aléas naturels qui sévissaient dans toute la région montagneuse. Les soupçons de Thomas se sont renforcés quand il a remarqué des changements dans la manière dont fonctionnait la famille Harland. Leur activité de transformation de viande avait explosé, alors que leurs troupeaux de bétail, eux, n'avaient pratiquement pas bougé. Quand il a parlé de cette incohérence à Ézéchiel, lors d'une discussion informelle, l'aîné des Harland lui a expliqué qu'ils avaient noué des relations avec des négociants en bétail venus de l'extérieur de la région qui, ils livrèrent le bétail directement à leur usine pour le traiter tout de suite, sautant les marchés locaux pour garantir de meilleurs prix et de la viande plus fraîche. L'explication tenait la route. Mais Thomas s'était rendu compte qu'il n'avait jamais vu la moindre preuve de ces livraisons de bétail. Le chemin qui menait à l'usine Harland était visible depuis plusieurs endroits dans la vallée, et déplacer des bêtes sur des sentiers de montagne, c'est bruyant, ça prend du temps, et c'était pas facile à cacher des voisins. Pourtant, Thomas ne se souvenait pas avoir jamais vu où j'entendais le bétail être conduit vers la propriété des Harland, malgré l'augmentation évidente de leurs activités de transformation. Ce qui était encore plus inquiétant, c'était le changement chez les Harland eux-mêmes. Les 3 frères, qui avaient toujours été un peu distants, mais plutôt sympas avec les voisins, devenaient de plus en plus secrets et méfiants. Ils ont commencé à décourager les visites impromptues chez eux,
prétextant que leurs affaires en expansion exigeaient des plannings stricts qui ne laissaient pas place aux interruptions sociales. Ils ont aussi commencé à... Ils travaillaient surtout la nuit, expliquant que les températures plus fraîches étaient mieux pour la transformation et la conservation de la viande. Thomas remarqua aussi que l'apparence des frères changeait. Les trois semblaient prendre du poids, malgré la dureté physique de leur boulot, et leurs fringues, ainsi que leur matos, étaient clairement de meilleure qualité que ce que leur ancien salaire aurait permis. Ézéchiel, en particulier, s'était offert plusieurs trucs chers. Une montre de poche en or, des bottes de haute qualité et un fusil que Thomas reconnaissait bien trop cher pour le budget d'un boucher de montagne. Ce qui changeait le plus, c'était leur attitude envers les voyageurs disparus. Alors que les autres habitants restaient inquiets et organisaient des recherches de temps en temps, les Harlons semblaient de plus en plus indifférents à ces disparitions. Ils participaient aux recherches seulement quand on leur demandait expressément, mais eux, ils ne lançaient jamais d'efforts de leur propre initiative. Et ils disaient souvent que continuer à chercher, c'était inutile parce que les personnes disparues avaient clairement quitté la région ou étaient victimes d'accidents, qui avaient laissé leur corps dans des endroits inaccessibles. Pendant l'hiver 1881-1882, la fréquentation du sentier du Ruisseau du Diable a fortement diminué à cause des conditions météo et les disparitions se sont arrêtées temporairement. Ça a permis à Thomas de réfléchir sérieusement à ses options. Il commençait à être convaincu que les frères Harland étaient d'une manière ou d'une autre responsables des voyageurs disparus, mais il n'avait aucune preuve concrète, ni une idée claire de ce qui s'était vraiment passé. Ça devenait vraiment compliqué quand Thomas s'est rendu compte que la sécurité de sa propre famille pouvait être en danger. L'épicerie générale Whitfield faisait un peu office de centre d'info pour le coin, et les voyageurs discutaient souvent de leurs plans et destinations en faisant leurs courses. Si les Harlon visaient vraiment les voyageurs riches, ils devaient avoir des infos en avance sur leurs victimes potentielles. Des infos qu'ils pouvaient facilement choper en écoutant les conversations à l'épicerie. Thomas a commençait à se douter qu'un ou plusieurs des frères Harland recueillaient régulièrement des infos sur les voyageurs, peut-être en écoutant les conversations depuis des endroits planqués près du magasin ou en posant des questions aux autres membres de la communauté sur les visiteurs de la vallée. Cette prise de conscience l'a obligé à affronter une possibilité terrifiante. Le rôle central de sa famille dans le réseau de communication informelle de la communauté pouvait faire d'eux des témoins d'activités que les Harland voulaient garder secrètes. Au printemps 1882, alors que les déplacements le long de les Treetwest, sentiers de montagne reprenant, Thomas prit une décision qui allait finalement dévoiler la vérité sur les disparitions à Devil's Creek. Il se mit à surveiller discrètement la propriété des Harland, notant leurs faits et gestes, cherchant des preuves pour confirmer ou infirmer ses soupçons de plus en plus forts. Ce qu'il découvrit dans les mois qui suivirent révéla que l'opération des Harland était bien plus sophistiquée et brutale que tout ce que les gens du coin auraient pu imaginer, et que trois frères avaient mis au point un système pour tuer et se débarrasser des corps, ce qui leur avait permis d'éliminer des dizaines de personnes tout en gardant leur réputation de membres respectés de la communauté montagnarde. Thomas Whitfield avait commencé à surveiller la propriété des Harland début avril 1882, quand les sentiers de la montagne étaient assez secs pour reprendre les déplacements réguliers. Il y allait doucement et prudemment. Il savait que, si ses soupçons étaient fondés, se faire démasquer ne signifierait pas seulement la mort pour lui, mais pour tout son entourage, point famille. La cabane des Whitfield se trouvait à environ un demi-mile en aval de la ferme des Harland, mais le terrain, entre les deux, comprenait plusieurs affleurements de calcaire qui offraient des points d'observation cachés. Thomas a commencé à passer ses premières heures du matin planqué parmi ces rochers, utilisant une longue vue qui avait appartenu à son père pendant la guerre de Sécession, pour surveiller les activités autour de la propriété des Harland. Ce qu'il a vu pendant ces premières semaines d'observation a permis de repérer des habitudes qui allaient s'avérer cruciales.
comprendre le boulot du frère. Les Harlins avaient une routine bien cadrée. Le matin, Ézéchiel restait près du sentier principal, officiellement pour s'occuper des tâches habituelles à la ferme, mais en réalité pour observer tous les voyageurs qui traversaient de la vallée. Quand des individus ou des petits groupes semblaient transporter des objets de valeur ou pas mal d'argent, Ézéchiel engageait la conversation, les invitant souvent à jeter un œil à l'atelier de transformation de viande de la famille ou leur proposant de leur vendre des conserves pour leur voyage. Caleb et Samuel, eux, restaient près de leur atelier, à préparer le matos et à organiser leur espace de travail. Thomas avait remarqué que les jours où des voyageurs riches étaient attendus, les frères faisaient des préparatifs particuliers qui ne collaient pas avec une simple activité de découpe de viande. Ils affûtaient leurs couteaux et leurs hachoirs, comme jamais, rangeaient leur poste avec une précision militaire et se plaçaient d'une manière qui laissait penser qu'ils se préparaient à autre chose, quelque chose de plus compliqué que de la simple boucherie. La percée dans l'enquête de Thomas est survenue un matin brumeux fin avril, quand un marchand bien habillé nommé Marcus Donovan est arrivé à Devil's Creek, avec 2 chevaux de bas chargés de marchandises destinées au camp minier. Donovan avait clairement de l'argent, portant des vêtements coûteux et tenant une mallette en cuir qui contenait visiblement des papiers et de l'argent. Il s'est arrêté au magasin Whitfield pour faire des provisions, en disant ça comme ça. Il portait le paiement pour plusieurs grosses commandes qui totalisaient plus de 1000 $, une vraie fortune selon les standards de la montagne. Thomas a vite compris que Donovan était exactement le genre de cible que les Harlons préféraient, et il a pris le risque de suivre le marchand quand il a quitté la boutique pour reprendre sa route. En empruntant des sentiers de chasse parallèles, au chemin principal, Thomas a pu observer la discussion entre Donovan et Ézéchiel Aaron sans se faire repérer. Au début, la conversation avait l'air sympa et banale. Ézéchiel a fait un compliment aux chevaux et au matériel de Donovan, et le marchand a répondu en parlant de ses bonnes relations commerciales avec les mines. Quand Ézéchiel a invité Donovan à visiter leur atelier de transformation de viande et a envisagé de passer commande de conserves, le marchand a accepté sans hésiter, apparemment en voyant ça comme une opportunité commerciale normale. Ce qui s'est passé ensuite a convaincu Thomas que ses pires soupçons étaient fondés, mais ça a aussi montré à quel point l'opération des Harland était sophistiquée. Au lieu de menant Donovan directement vers leur zone principale de traitement, Ézéchiel le guida vers un bâtiment séparé que Thomas avait jusque-là pris pour un local à matériel. Cette construction se trouvait derrière le bâtiment principal, partiellement caché par des arbres et invisible depuis le sentier principal. Depuis sa cachette, Thomas pouvait voir que ce bâtiment secondaire abritait ce qui semblait être un espace de travail spécialisé avec de grosses tables en bois, des crochets en métal suspendus aux poutres du plafond et de grands conteneurs qui semblaient conçus pour contenir des liquides. L'installation ressemblait à leur atelier principal de découpe, mais en plus élaboré et clairement prévu pour traiter des quantités plus importantes. L'attitude d'Ézéchiel changea dès qu'il entra dans le bâtiment avec Donovan. Sa façon, sympa et professionnelle, fit place à quelque chose de froid et de prédateur. Thomas vit le signe qu'Ézéchiel fit vers l'atelier principal, et en quelques instants, Caleb et Samuel arrivèrent, bougeant avec la rapidité et l'efficacité coordonnée de gars qui avaient l'habitude de faire ça, les mêmes gestes des tas de fois avant. Donovan a compris qu'il était en danger trop tard. Le marchand a essayé de reculer vers la porte, mais Samuel s'était placé pour bloquer toute issue. Quand Donovan a voulu appeler à l'aide, Caleb lui a asséné un coup sur la tête avec un lourd maillet en bois, le faisant tomber direct par terre. Ce qui a suivi, c'était une démonstration de brutalité méthodique que Thomas n'oublierait jamais. Les 3 frères ont bossé avec une précision mécanique, déshabillant Donovan et lui volant ses affaires avant de commencer le processus de découpage de son corps avec les mêmes techniques qu'ils utilisaient sur le bétail. Ils travaillaient vite et efficacement, montrant des compétences qu'on ne peut acquérir qu'avec beaucoup d'entraînement. Thomas regardait, horrifié mais fasciné,
les Harlands démontaient méthodiquement le cadavre de Donovan, séparant les différents types de chair et d'os avec une précision chirurgicale. Ils gardaient certains morceaux qu'ils traitaient avec les mêmes méthodes de conservation que pour leurs produits habituels. D'autres parties étaient données à manger à un gros broyeur qui réduisait la matière organique en une consistance facile à jeter. Les os étaient brisés, puis mis dans des contenants remplis d'une sorte de lessive ou d'une autre solution caustique qui les dissolvait complètement en quelques jours. Les vêtements et affaires perso étaient triés avec soin. Les trucs de valeur étaient mis de côté pour être réutilisés ou vendus, tandis que les objets qui pouvaient être reliés à la victime étaient préparés pour être détruits. Tout le processus prenait moins de 3 heures. Et à la fin, Marcus. Donovan avait été complètement transformé en produit destiné à être vendu à des clients sans méfiance dans toute la région ou éliminé de manière à ne laisser aucune trace de leur origine humaine. Les Harlins nettoyaient leur espace de travail à fond, utilisant des méthodes qui effaçaient toutes les preuves de ce qui s'était passé. Thomas resta caché jusqu'à bien après la tombée de la nuit, observant les frères finir leur nettoyage et reprendre leur routine habituelle. Quand il rentra enfin à sa cabane, il était physiquement malade de ce qu'il avait vu, mais il détenait aussi des infos qui pouvaient dénoncer les crimes des Harland et peut-être sauver d'autres victimes. Pourtant, Thomas comprenait aussi que sa situation était super dangereuse. Il était désormais la seule personne en vie, en dehors de la famille Harland, à connaître la vérité sur leurs affaires, et les frères avaient prouvé qu'ils étaient prêts et capables de tuer quiconque menaçait leurs activités. Toute tentative pour les dénoncer demanderait beaucoup de prudence, planification et soutien des forces de l'ordre qui se trouvaient loin de Devil's Creek et qui pouvaient ne pas croire une histoire aussi incroyable. Thomas Whitfield a passé les 3 jours suivants dans une indécision paralysante. Le poids psychologique de ce qu'il avait vu était presque insupportable. Mais il savait que la moindre précipitation pouvait coûter la vie à sa femme, à ses enfants et à lui-même. Les Harlins avaient tué des dizaines de personnes en presque 2 ans, et ils avaient développé leur système meurtrier avec une efficacité telle qu'on sentait bien qu'ils n'hésiteraient pas une seconde à éliminer toute menace pour leur business. Le problème immédiat pour Thomas, c'était de garder un comportement normal alors qu'il vivait à côté de 3 tueurs en série qui continuaient leurs activités. Chaque échange avec les frères Harland devenait un test pour lui, pour cacher ce qu'il savait, et chaque jour pouvait être celui où sa surveillance serait découverte, ou où son changement d'attitude attirerait l'attention. Suspicion. La situation s'est encore compliquée quand Thomas a réalisé que l'opération des Harland s'accélérait. Pendant la première semaine de mai 1882, 3 voyageurs de plus ont disparu dans des circonstances qui suivaient le même schéma bien connu. Un ingénieur des mines du Tennessee, un acheteur de bétail de Virginie et un marchand transportant des marchandises vers les camps de charbon ont tous disparu, après avoir été vus en train de discuter avec Ezekiel Harland près de leur installation. Thomas a noté chaque disparition dans son journal, créant un compte-rendu détaillé qu'il espérait pouvoir utiliser un jour comme preuve. Mais il devenait de plus en plus désespéré à l'idée de trouver un moyen d'arrêter les meurtres sans mettre sa propre famille en danger. Sa femme Martha avait commencé à remarquer son comportement changé et son anxiété grandissante, et elle le pressait sans cesse de lui expliquer ce qui le tracassait. Le point de rupture est arrivé le 15 mai, quand un marshal américain nommé William Patterson est arrivé à Devil's Creek dans le cadre d'une enquête sur le nombre croissant, des signalements de personnes disparues le long des sentiers de montagne. Patterson était un flic expérimenté, missionné pour déterminer si ces disparitions étaient le fait d'un réseau criminel organisé ou simplement les dangers habituels des randos en montagne, surtout avec l'augmentation du nombre de visiteurs. L'arrivée de Patterson représentait à la fois une opportunité et un danger mortel.
Thomas comprit que c'était peut-être sa seule chance de révéler les crimes des Harland à quelqu'un qui avait l'autorité et les moyens pour agir, prendre des mesures efficaces. Cependant, il comprenait aussi que l'enquête du Marshal le mènerait forcément à interroger les frères Harland, et il était impossible de prévoir comment ils réagiraient face à ce contrôle officiel. Thomas décida d'aborder Patterson en privé, mais avant qu'il ne puisse organiser une rencontre, il apprit qu'Ezekiel Harlon avait déjà pris contact avec le Marshal. Quand Patterson s'arrêta au magasin Whitfield pour acheter des provisions et se renseigner sur la situation locale, il a dit qu'il avait reçu une invitation des frères Harland pour visiter leur usine de transformation de viande et discuter de leurs observations sur les voyageurs disparus. Le fait que Patterson s'engouffrait tête baissée dans le même piège qui avait déjà fait tant de victimes a provoqué chez Thomas une crise morale qu'il ne pouvait plus fuir. Il comprenait que rester muet ferait de lui un complice du meurtre de Marshall, mais il savait aussi que le moindre avertissement le trahirait comme étant à l'origine de tout ça. Des infos qu'on n'aurait pu avoir qu'en surveillant les activités des Harland. Thomas a pris sa décision en faisant un calcul désespéré. Si Patterson se faisait tuer, l'enquête fédérale allait forcément s'intensifier, attirant plus d'agents dans le coin et mettant sa famille encore plus en danger. La seule façon de garantir la sécurité de sa famille, c'était d'empêcher le meurtre de Patterson en dénonçant direct l'opération des Harland, peu importe ce que ça lui coûterait, perso. Le soir du 16 mai, Thomas est allé voir Marshall Patterson à la cabane où il logeait et lui a demandé de parler en privé. Ce qui a suivi a été l'une des discussions les plus dures de la vie de Thomas. Alors qu'il essayait de convaincre un agent fédéral sceptique que 3 membres respectés de la communauté montagnarde étaient responsables du meurtre de dizaines de voyageurs innocents. La première réaction de Patterson a été, comme on pouvait s'y attendre, l'incrédulité. L'histoire que Thomas a racontée était tellement incroyable qu'elle remettait tout en cause. Tout ce que le Marshall pensait comprendre du comportement criminel dans les communautés rurales. Cependant, Thomas s'était préparé à ce scepticisme en apportant son journal détaillé contenant des dates, des heures et des observations précises, vérifiables par une enquête indépendante. Mieux encore, Thomas a pu fournir des infos spécifiques sur l'emplacement et l'agencement de l'installation spécialisée pour les meurtres des Harland, des détails qu'il n'aurait pu obtenir qu'en observant directement. Il a décrit le bâtiment, l'aménagement intérieur, le matos utilisé pour démonter les corps et les méthodes employées pour se débarrasser des restes et des affaires perso. Patterson a accepté de creuser les accusations de Thomas, mais il a insisté pour y aller super prudemment. Le Marshal avait bien compris que si c'était vrai, les frères Harland formaient une organisation criminelle particulièrement dangereuse, qui avait réussi à cacher ses activités pendant longtemps. Toute confrontation directe devait donc être préparée avec beaucoup de soin, planifiée et soutenue par des preuves solides pour garantir une poursuite réussie. Juste au moment où on pensait avoir tout vu, l'horreur à Devil's Creek s'intensifie. Si cette histoire te donne des frissons, partage cette vidéo avec un pote fan de mystères sombres. Clique sur le bouton like pour soutenir notre contenu et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais rater des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. Le plan que Patterson et Thomas ont élaboré demandait au Marshal d'accepter l'invitation de Harland à visiter leurs locaux, mais avec des précautions particulières pour récolter des preuves tout en limitant les risques personnels. Thomas resterait en surveillance depuis sa cachette, prêt à filer direct à la station télégraphique la plus proche, si Patterson ne sortait pas des locaux de Harland dans un délai fixé. Mais leur plan a été compliqué par l'arrivée d'une autre victime potentielle. Le matin du 17 mai, un investisseur riche nommé Charles Pemberton est arrivé à Devil's Creek, accompagné d'un cheval de bas chargé de matériel, d'arpentage et d'une mallette en cuir qui contenait clairement une somme importante. Peyton se rendait au camp minier pour évaluer des opportunités d'investissement, avec des lettres d'autorisation de plusieurs banques de l'Est.
Thomas a vite compris que Piton représentait exactement le genre de cible de grande valeur que les Harlons cherchaient et que son arrivée pourrait accélérer leur plan de manière imprévisible. La situation était tendue, cela devient une course mortelle entre l'enquête de Patterson et la routine meurtrière des Harland. Avec plusieurs vies en jeu et aucune garantie que la police puisse agir assez vite pour éviter d'autres meurtres, Marshall Patterson a décidé de poursuivre son enquête sur l'établissement Harland le matin du 18 mai 1882, après avoir calculé que le risque de ne rien faire était plus grand que celui d'un affrontement direct. Thomas Whitfield en avait révélé trop. Un détail précis de son histoire pour la rejeter, et l'enquête fédérale avait déjà recensé suffisamment de cas de personnes disparues pour établir un schéma clair d'activité criminelle. L'approche de Patterson était méthodique et professionnelle. Il arriva à la ferme des Harland en milieu de matinée, acceptant l'invitation d'Ézéchiel à visiter leur atelier de transformation de viande, tout en gardant la façade d'une enquête de routine sur les conditions locales. Cependant, le marshal avait pris plusieurs précautions. Les Harlons n'étaient pas au courant. Il avait laissé des notes détaillées sur ses plans à son superviseur. Il cachait des armes supplémentaires dans ses vêtements et il avait demandé à Thomas Whitfield de donner l'alerte s'il ne revenait pas à l'heure prévue. Depuis sa planque, Thomas regardait Patterson et Ézéchiel marcher vers l'usine principale, en train de discuter comme si de rien n'était. Le marshal avait l'air détendu et pro, sans donner le moindre signe qu'il soupçonnait les Harlon, de quoi que ce soit. De son côté, Ézéchiel semblait suivre son rituel habituel pour évaluer ses potentielles victimes, posant des questions sur le passé de Patterson et ses projets de voyage. Le moment crucial est arrivé quand Ézéchiel a essayé de diriger Patterson vers le bâtiment annexe où Thomas avait vu le meurtre de Marcus Donovan. Mais l'expérience de Patterson dans la police l'avait rendu naturellement méfiant à l'idée d'entrer dans des espaces clos inconnus, et il a poliment décliné l'invitation, proposant plutôt qu'ils continuent leur conversation dans l'espace ouvert près du bâtiment principal. Ce changement par rapport à leur routine habituelle semblait inquiéter Ézéchiel, qui échangeait des regards lourds de sens avec ses frères en sortant du bâtiment principal. Thomas pouvait sentir la tension monter, alors que les Harlons comprenaient que Patterson ne suivait pas le schéma qui avait rendu leur précédente victime si facile à manipuler. La situation a rapidement dégénéré quand Patterson a commencé à poser des questions précises sur les relations fournisseurs de Harland et leurs dossiers commerciaux. La formation du maréchal lui avait appris à repérer les incohérences dans les histoires des suspects et les différences dans les explications des Harland sur leur augmentation des activités de transformation sont vite devenues évidentes sous un interrogatoire direct. Quand Patterson a demandé à voir leur livre de comptes et la correspondance avec les fournisseurs de bétail, Caleb Harlon a fait un geste discret que Thomas a reconnu comme un signe de passage à l'acte. Mais au lieu d'une réaction rapide, après avoir lancé une attaque coordonnée qui avait submergé leurs précédentes victimes, les frères se sont retrouvés face à un agent fédéral armé, prêt à en découdre. La confrontation qui a suivi a été brève mais décisive. Ézéchiel a essayé de frapper Patterson avec un lourd outil en fer, mais le marshal a dégainé son revolver et a tiré en plein torse sur l'aîné des Harland, le blessant mortellement. Samuel a tenté d'attaquer par derrière, mais Patterson s'était bien positionné et a pu se retourner pour tirer une deuxième fois, abattant le plus jeune point frère tout de suite. Caleb, voyant son frère tomber, a essayé de fuir vers le bâtiment annexe où étaient gardées les preuves les plus compromettantes de la famille. Patterson l'a poursuivi et Thomas a quitté sa cachette pour venir en aide. Armé d'un fusil à pompe pris dans sa cabane, Caleb s'est retrouvé coincé dans l'atelier spécialisé, entouré du matos et des outils qui avaient servi à tuer des dizaines de voyageurs innocents. Ce que Patterson a découvert dans ce bâtiment a confirmé en détail et de façon terrifiante ce que Thomas avait raconté. L'atelier contenait des restes humains à différents stades de traitement, des effets personnels appartenant à plusieurs victimes, ainsi que des dossiers
détaillées que Caleb tenait pour documenter leurs activités criminelles. Les preuves étaient accablantes et indéniables, prouvant non seulement la culpabilité des Harland, mais aussi l'ampleur et le caractère méthodique de leur opération. L'arrestation de Caleb a conduit à une confession qui a révélé toute l'étendue des crimes de la famille. Lors de l'interrogatoire, il a avoué que les frères tuaient et ils traitaient les voyageurs depuis le printemps 1881, ciblant ceux qui semblaient transporter des objets de valeur, ou pas mal d'argent, sur eux. Il estimait qu'ils avaient tué plus de 50 personnes pendant leurs 2 ans d'activité, transformant les restes en produits vendus un peu partout dans la région. La confession a aussi révélé les méthodes bien rodées que les Harlands avaient mises au point pour choisir leurs victimes, se débarrasser des corps et garder une bonne réputation dans le coin. Ils avaient étudié les trajets des voyageurs, différents types de visiteurs, identifiant les marchands, investisseurs et représentants de compagnies minières comme les cibles les plus rentables. Ils avaient mis au point des techniques pour effacer toute trace de leurs victimes, utilisant des procédés chimiques pour dissoudre les os et des méthodes systématiques pour détruire ou recycler les vêtements et effets personnels. Ce qui était le plus inquiétant, c'était la façon détachée dont Caleb expliquait comment la famille avait intégré de la chair humaine dans leurs produits habituels, les vendant à des clients sans méfiance partout. Dans l'est du Kentucky, il disait que leur mélange spécial, leurs saucisses et leur viande fumée avaient une telle réputation de qualité que des clients faisaient exprès des kilomètres juste pour acheter les produits Harland. Quand on a découvert que des centaines de personnes avaient mangé de la chair humaine sans le savoir, ça a créé un véritable dégoût qui a dépassé largement la communauté locale. L'affaire des crimes de la famille Harland s'est vite répandue dans les régions montagneuses et a fini par arriver jusqu'aux journaux de Louisville, Lexington et dans d'autres grandes villes. L'histoire est devenue l'une des affaires criminelles les plus sensationnelles de l'histoire du Kentucky, faisant les gros titres dans tout le pays et établissant les meurtres de Devil's Creek comme l'un des exemples les plus horrifiants de tueurs en série en Amérique au XIXe siècle. Les conséquences de la révélation de la famille Harland ont profondément changé Devil's Creek et les communautés montagnardes alentour. Caleb Harland a été emmené au siège du comté pour son procès, où il a été accusé de multiples chefs d'accusation, des accusations de meurtre, de complot et de profanation de restes humains. Sa confession a donné au procureur des preuves détaillées de crimes commis sur une période de 2 ans, mais l'ampleur totale des activités de la famille ne sera jamais complètement établie à cause de la minutie avec laquelle il avait détruit les preuves. Le procès de Caleb est devenu un vrai buzz, attirant l'attention du Kentucky et des États voisins. Des journalistes de journaux sont venus dans cette communauté isolée en montagne pour couvrir l'affaire. L'histoire a donné lieu à la première couverture médiatique détaillée que Devil's Creek ait jamais eue. Le témoignage a révélé non seulement la brutalité des crimes des Harland, mais aussi les méthodes sophistiquées qu'ils avaient utilisées pour passer inaperçus pendant si longtemps. Les preuves présentées au procès comprenaient le matériel spécialisé trouvé dans l'installation où ils tuaient, des effets personnels récupérés sur des dizaines de victimes, ainsi que des registres commerciaux documentant la vente d'êtres humains, des produits dérivés dans toute la région. Des experts ont témoigné sur les procédés chimiques que les frères avaient utilisés pour dissoudre les os et détruire d'autres preuves matérielles, des techniques assez avancées qui laissent penser à une planification et une préparation sérieuse. Ce qui a le plus nui à la défense de Caleb, c'est le journal détaillé qu'il tenait, où il notait non seulement les dates et les méthodes de chaque meurtre, mais aussi ses observations sur les types de victimes qui donnaient la meilleure viande et les biens personnels les plus précieux. Effets personnels. Les notes dans le journal montraient un degré de froideur calculé qui a choqué même les policiers et les magistrats les plus aguerris. Le procès a aussi révélé à quel point les produits Harland s'étaient répandus dans tout l'est du Kentucky. Les enquêteurs ont suivi les registres de vente et les listes de clients,
découvrant que les viandes spéciales des frères avaient été achetées par des hôtels, des restos, des camps miniers et des particuliers dans plusieurs comtés. Le fait de réaliser que des centaines de personnes avaient la consommation involontaire de chair humaine a provoqué une crise de santé publique qui a nécessité une enquête approfondie et un suivi psychologique. Le témoignage de Thomas Whitfield a été crucial pour l'accusation, fournissant le seul récit oculaire des méthodes des Harland et du caractère systématique de leur opération. Ces enregistrements détaillés de surveillance et ces notes de journal ont établi une chronologie qui correspondait au signalement de disparition dans toute la région. Cependant, son rôle dans la révélation des crimes l'a aussi mis. Lui et sa famille cherchaient à se venger de ceux qui avaient pris le parti des Harland ou qui le blâmaient d'avoir attiré une attention indésirable sur leur communauté isolée. L'impact psychologique sur la communauté de Devil's Creek a été dévastateur et a duré longtemps. Des familles qui vivaient paisiblement en voisins depuis des décennies ont découvert qu'elles partageaient, sans le savoir, leur vallée, avec des tueurs en série qui les considéraient comme des sources potentielles d'infos sur des victimes lucratives. La confiance et la cohésion sociale qui existaient auparavant. La communauté de la montagne a été complètement bouleversée. Plusieurs familles, dont les Whitfields, ont préféré quitter leur maison et s'installer ailleurs plutôt que de rester dans un endroit lié à des crimes aussi horribles. La propriété des Harland a été saisie par le comté puis détruite, mais l'installation spécialisée pour les meurtres a été conservée temporairement comme preuve pour d'éventuels appels ou poursuites. Caleb Aaron a été reconnu coupable de plusieurs meurtres et condamné à mort. Il a été condamné à la pendaison. Mais il est mort dans sa cellule avant que la sentence puisse être exécutée, apparemment à cause d'un problème cardiaque, qui s'était aggravé avec le stress de la prison et du procès. Sa mort a fermé toute possibilité de récupérer des infos sur des victimes non identifiées ou sur d'éventuels complices qui auraient pu aider la famille dans leurs affaires. L'enquête plus large a mis au jour des liens entre les crimes des Harland et des disparitions similaires ailleurs, dans certaines parties des Appalaches, ce qui laisse penser que les frères faisaient peut-être partie d'un réseau plus large de criminels qui attaquaient les voyageurs sur les routes de montagne. Cependant, ces liens n'ont jamais été vraiment creusés à cause des moyens limités des forces de l'ordre dans ces zones isolées et de la difficulté à coordonner les enquêtes entre différents États et comtés. Marshall Patterson a reçu une distinction pour son rôle dans le démantèlement de l'opération à Harlem, mais il a aussi demandé à être muté ailleurs, mission, expliquant que l'impact psychologique de l'affaire avait affecté sa capacité à bosser efficacement dans les communautés montagnardes. Son rapport officiel est devenu un modèle pour enquêter sur les activités criminelles organisées dans les zones rurales isolées, et ses méthodes ont été étudiées par les forces de l'ordre de tout le pays. Les meurtres de Devil's Creek ont eu des conséquences durables sur les déplacements et le commerce dans les montagnes de l'Est du Kentucky. Les commerçants et autres voyageurs sont devenus beaucoup plus prudents avant de s'arrêter dans des endroits isolés. Eux ne pas utiliser les installations ni accepter les invitations d'inconnus, peu importe à quel point ils avaient l'air respectables. Cet incident a poussé à réclamer une meilleure présence policière dans les zones reculées et des systèmes de communication plus efficaces pour coordonner les interventions face aux activités criminelles qui dépassent les frontières des juridictions. Mais surtout, cette affaire a posé des bases pour poursuivre les crimes impliquant le traitement et la distribution systématique de restes humains. Les défis juridiques posés par l'opération Harland, les tribunaux ont dû se pencher sur des questions rares en droit pénal américain, comme la conservation des preuves, l'identification des victimes et la protection de la santé publique. L'impact économique sur la région a aussi été énorme. Le fait que de la viande humaine ait été vendue comme viande destinée au bétail a semé un doute durable sur l'authenticité des produits carnés venant des fournisseurs des montagnes, ce qui a nui à la réputation des entreprises légitimes dans tout l'est du Kentucky. Plusieurs ateliers de transformation de viande ont dû fermer
point fermé définitivement à cause des inquiétudes des clients et il a fallu des décennies pour que l'industrie alimentaire régionale se remette complètement du scandale. Les traditions locales et le folklore ont transmis les histoires sur les crimes de la famille Harland pendant des générations, même si ces récits ont souvent été exagérés ou déformés avec le temps. Certaines versions incluaient des éléments surnaturels ou laissaient entendre que les frères avaient des capacités hors du commun qui expliquaient leur succès à échapper à la détection. Pourtant, les archives officielles et les témoignages au tribunal, ils ont bien précisé que leur opération avait réussi grâce à une planification minutieuse, une exécution méthodique et l'isolement de leur emplacement en montagne, pas grâce à des capacités extraordinaires. Les sites abandonnés liés à l'opération Harlem sont devenus des repères locaux que les habitants et les visiteurs évitaient généralement. L'endroit où leur maison avait été restée, vide pendant des décennies, et peu de gens voulaient s'installer ou bosser dans cette partie de la vallée. Même aujourd'hui, plus d'un siècle après que les crimes aient été révélés, certains, les habitants du coin, racontent qu'ils se sentent mal à l'aise quand ils passent près de Devil's Creek, là où le ruisseau serpente sur l'ancienne propriété des Harland. Cette affaire a aussi montré à quel point les voyageurs étaient vulnérables dans les coins paumés à la fin du XIXe siècle, quand la communication était super limitée et que les forces de l'ordre étaient débordées sur des territoires énormes. Le fait que les Harland aient pu agir sans se faire repérer pendant plus de 2 ans prouve bien que l'isolement géographique offrait un terrain parfait pour des activités criminelles qui auraient autrement été impossibles à maintenir dans les zones plus densément peuplées. Les criminologues et historiens modernes qui ont étudié les meurtres de Devil's Creek les considèrent importants non seulement pour leur ampleur et leur brutalité, mais aussi pour la méthode méthodique utilisée par les auteurs. Les Harlands ont mis au point ce qui s'apparente à un des premiers exemples de tueurs en série organisés, avec une sélection systématique des victimes, des méthodes sophistiquées pour se débarrasser des corps et l'intégration des gains criminels dans des activités commerciales légitimes. Les profils psychologiques. Les analyses basées sur les preuves disponibles montrent que les 3 frères avaient des traits de personnalité communs qui ont rendu leur collaboration dans ces crimes possible, mais aussi que leur opération demandait un niveau de planification et de coordination bien au-delà du simple opportunisme criminel. Leur capacité à garder des relations sociales normales dans leur communauté tout en menant en parallèle une opération meurtrière systématique est l'un des aspects les plus troublants de l'affaire. Les établissements scolaires et la justice, les formations pour les forces de l'ordre continuent d'étudier l'affaire Harland comme un exemple de la manière dont les organisations criminelles peuvent opérer avec succès dans des communautés isolées et comment la dynamique sociale des petites populations rurales peut à la fois faciliter et finir par révéler ce genre d'activité. Le rôle de Thomas Whitfield dans la documentation et le signalement des crimes a été analysé comme un modèle d'implication civile dans les enquêtes criminelles, même si son expérience montre aussi les risques personnels que ce genre d'engagement peut comporter. Cela peut impliquer pas mal de choses. Les preuves matérielles de l'affaire Harland ont finalement été détruites une fois toutes les procédures judiciaires terminées, mais une documentation détaillée de leurs méthodes et équipements a été conservée dans les dossiers du tribunal et ceux des forces de l'ordre. Ces documents ont donné des pistes précieuses aux enquêteurs travaillant sur des affaires similaires ailleurs et à d'autres époques. Ce mystère nous montre comment le mal peut se cacher derrière une façade respectable et comment des communautés entières peuvent être dupées par ceux qui profitaient de leur confiance et de leur isolement. Les crimes de la famille Harland nous rappellent que les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux qui ont l'air les plus normaux, qui s'intègrent dans les communautés et gagnent le respect de leurs voisins tout en menant en secret des activités d'une cruauté inimaginable. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que tout a été dévoilé? Ou il y aurait peut-être d'autres complices qui ont échappé à la justice? Les preuves
laissent penser que l'affaire Harlem était trop bien ficelée. 3 hommes seuls, impliqués, mais aucun autre coupable n'a jamais été identifié. Laissez votre avis en commentaire avec vos théories sur ce qui s'est vraiment passé dans ces montagnes du Kentucky. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez d'autres récits d'horreur comme celui-là, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui adore les mystères. Les montagnes d'Appalaches cachent encore plein de secrets et on va continuer à les explorer ensemble. À la prochaine vidéo.